En règle générale, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend vraiment à une précision absolue. Oui, l'esprit humain adore ça en fait. C'est ça. On veut que ce soit presque de l'ingénierie. On se casse le bras, la radiographie montre une ligne blanche bien dentelée, très nette, Ouais. et le médecin a juste à pointer du doigt, genre voilà, la fracture est ici, on plâtre et c'est réglé. La douleur a une cause physique directe, la solution est mécanique. Tout va bien. Mais ensuite, on quitte le confort de la médecine pour entrer dans le domaine des politiques publiques et surtout du comportement humain. Ah, et là c'est une autre histoire. Complètement. C'est comme si la machine à rayons X tombait soudainement en panne. On observe un paysage qui est, pour être tout à fait honnête, incroyablement trouble. C'est le mot. Et c'est exactement cette opacité diagnostique qui rend notre sujet d'aujourd'hui si complexe. Parce que quand on essaie de mesurer l'effet dissuasif de la peine de mort sur les meurtres, il n'y a pas de radiographie claire. Non, c'est clair. Et c'est vraiment le défi ultime pour un statisticien. Essayer de mesurer l'impact d'une loi sur ce que les gens décident de faire ou plus précisément, de ne pas faire. C'est presque philosophique au final. Tout à fait. Et notre source principale pour cette plongée en profondeur, c'est un document fascinant qui s'attaque justement à cette montagne. On parle bien de l'article de 2008, c'est ça? Exactement. C'est publié dans le Journal of Criminal Justice. Ça a été rédigé par les chercheurs Bijou Yang et David Lester. Et le titre, c'est, en gros, L'effet dissuasif des exécutions, une méta-analyse 30 ans après Ehrlich. Et je tiens à préciser tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, notre mission ici, avec cette source, n'est absolument pas de débattre de la moralité ou de l'éthique de la sanction en elle-même. Non, pas du tout. On va vraiment plonger dans le défi statistique colossal que ça représente. Parce que, fondamentalement, prouver la dissuasion, c'est essayer de prouver par les mathématiques qu'un meurtre n'a pas eu lieu. Ouais, grâce à une exécution passée. Voilà. Mesurer un événement fantôme, un crime annulé dans l'esprit de quelqu'un, c'est un véritable casse-tête conceptuel. Je suis fascinée par la façon dont ils abordent ça. Il faut vraiment se représenter cet environnement de recherche. On parle de décennies de données brutes, des millions de dossiers de police, et des chercheurs qui tentent de trouver une formule magique pour isoler une seule variable au milieu du chaos social. Bon, on va décortiquer tout ça. Mais pour comprendre comment on peut même commencer à mesurer l'invisible, il faut accepter une prémisse qui risque d'en surprendre plus d'un. Laquelle? L'idée fondatrice de cette branche de la recherche, c'est d'analyser le comportement criminel extrême sous le prisme très froid, vraiment clinique, d'un calcul économique. Un simple rapport coût-bénéfice. Ouais, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif dit comme ça. Et pour vraiment saisir cette dynamique, l'article de Yang et Lester nous ramène dans le temps, au véritable séisme qui a secoué ce champ d'études. Ah, le fameux événement déclencheur. C'est ça. C'est l'événement qui a carrément poussé la science économique à s'inviter dans les couloirs de la criminologie. Avant ça, c'était réservé aux sociologues et aux psychologues. On est en 1975, si je ne me trompe pas. Tout juste. C'est l'année où Isaac Ehrlich publie un papier révolutionnaire dans l'American Economic Review. Et Ehrlich arrive avec ses gros sabots d'économétriste. C'est bien ça, hein? Exactement. Il utilise ce qu'on appelle une analyse de régression multiple en se basant sur les données du FBI qui vont de 1933 à 1969. Et pour démystifier un peu ce terme barbare d'élasticité négative qu'il emploie, on va dire simplement qu'il cherche à mesurer la sensibilité d'une variable par rapport à une autre. Ouais, en termes simples. Mathématiquement, Ehrlich affirme que si l'on tire sur le levier des exécutions, le curseur des meurtres baisse de manière prévisible. Et sa conclusion, à l'époque, fait l'effet d'une bombe dans le monde académique et politique. Ces équations affirment que chaque exécution préviendrait entre 7 et 8 meurtres. 7 à 8 meurtres, c'est énorme. Ah oui, et l'impact a été tel que ce chiffre n'est pas resté confiné dans les revues universitaires. En 1974, alors que ces travaux préliminaires circulaient à peine, le solliciteur général des États-Unis s'en est servi. Devant la Cour suprême, non? Oui, dans l'affaire Fowler contre Caroline du Nord. Il l'a utilisé comme une preuve empirique pour justifier le maintien de la peine capitale. C'est fascinant de voir une simple formule mathématique peser lourd sur la balance de la plus haute cour de justice. C'est clair. Ce qui est fascinant ici, c'est aussi la théorie sous-jacente sur laquelle Ehrlich s'appuie. C'est la théorie du choix rationnel de Gary Becker, qui avait été formulée quelques années plus tôt. Autrement dit, l'idée que nous sommes tous des calculateurs ambulants, pesant le pour et le contre à chaque instant de notre vie. Voilà. Becker traitait le criminel non pas comme une anomalie psychologique ou une victime de son environnement, mais comme un individu parfaitement rationnel. Donc un acteur économique classique. Exactement.
Avant de passer à l'acte, ce criminel théorique multiplierait mentalement 3 facteurs. La probabilité d'être arrêté, D'accord. la probabilité d'être condamné une fois arrêté, et enfin la probabilité d'être exécuté une fois condamné. C'est fou de penser ça comme ça. C'est comme si l'on modélisait le crime le plus grave de la même manière qu'un automobiliste calcule le risque de prendre une amende de stationnement, en fait. C'est une excellente analogie. Tu vois le genre, on regarde le parc-mètre, on jette un œil dans la rue pour voir s'il y a un agent municipal et on se demande est-ce que le gain de temps justifie le risque de l'amende. C'est tout à fait ça. Sauf qu'ici, l'amende, c'est la mort. C'est une vision atrocement clinique de la nature humaine, quand même. Très clinique. Et surtout, c'est basé sur l'hypothèse que les données brutes que l'on injecte dans le modèle reflètent parfaitement cette rationalité parfaite. Mais bon, l'équation de Ehrlich, aussi élégante soit-elle sur le papier, elle a fini par percuter le mur de la réalité de plein fouet. Ah, la tempête des critiques. Oh que oui. Parce que la communauté scientifique a rapidement commencé à gratter sous la surface de ces fameuses données. Et ce qu'ils y ont trouvé explique exactement pourquoi l'étude de Yang et Lester de 2008 est devenue une nécessité vitale. Absolument. L'article nous explique que des chercheurs comme Bowers et Peers ont tenté de reproduire les résultats d'Ehrlich. Et là, surprise. Grosse surprise. Un détail technique complètement absurde est apparu. L'effet de dissuasion massive d'Ehrlich dépendait presque entièrement du fait qu'il avait utilisé une forme logarithmique dans ses équations. Une forme logarithmique, donc un choix méthodologique qui change littéralement tout. Tout. Attends, je dois t'arrêter ici parce que c'est vraiment le point de bascule. Comment est-ce possible? Je veux dire, si je change une formule de linéaire à logarithmique et que la conclusion passe de cette loi sauve 8 vies à cette loi n'a aucun effet, Ouais. comment quiconque peut-il encore faire confiance à l'économétrie pour dicter des politiques publiques? Qu'est-ce qui se passe mathématiquement parlant en fait? C'est une question fondamentale. Le choix de la formule, il n'est pas neutre. Il contient une philosophie cachée. D'accord, comment ça? Mais une fonction linéaire postule que chaque exécution a exactement le même poids dissuasif. La première a le même impact que la centième. Une progression constante, quoi. Voilà. Mais une fonction logarithmique, celle que choisit Ehrlich, elle postule que l'effet s'estompe avec le volume. Elle suppose que la toute première exécution provoque une onde de choc psychologique énorme dans la population, Ah, je vois. mais que la 50e, elle ne fait presque plus réagir personne. Le chercheur choisit son prisme, et ce prisme, plus que les données elles-mêmes, a dicté le résultat final, qui est, rappelons-le, monté jusqu'à la Cour suprême. C'est vertigineux. Se dire qu'un choix d'équation peut littéralement être une question de vie ou de mort. Et le pire, c'est que ce n'était même pas le seul problème de son étude. Bien sûr que non. Il y avait aussi l'origine des données. Ehrlich s'est appuyé sur les statistiques du FBI des années 1930. Ouais, les années 30. Or, au début du XXe siècle, la collecte de données criminelles à l'échelle d'un pays immense sans ordinateur, c'était plus proche de l'estimation au doigt mouillé que de la science exacte. C'est clair. Et c'est sans compter la grande anomalie temporelle de son modèle, les années 1960. Ah oui, les années 60, l'époque de tous les bouleversements. Exactement. Durant cette décennie, les États-Unis connaissent une explosion phénoménale de la criminalité, due à des bouleversements sociaux massifs, des changements démographiques, politiques. Or, en même temps, les exécutions diminuaient fortement, avant un moratoire temporaire. Et pour l'ordinateur, qui n'a aucune idée de ce qu'est un bouleversement social ou le mouvement des droits civiques, il voit juste deux courbes qui se croisent. C'est ça. Il en conclut que la baisse des exécutions a causé la vague de crimes des années 60, ce qui, fatalement, fausse les moyennes de toutes les décennies précédentes. C'est le danger classique de confondre corrélation et causalité. Les critiques étaient si féroces que cela a même donné naissance à l'hypothèse inverse. L'effet de brutalisation, c'est ça? Exactement. Certains chercheurs, comme Passel et Taylor, ont manipulé les mêmes données et ont trouvé ce concept. Ils avançaient que les exécutions incitaient en réalité au meurtre. C'est contre-intuitif aussi. Comment ils justifient ça? En arguant que lorsque l'État utilise la violence mortelle, il désensibilise la société. Il légitime en quelque sorte le meurtre comme une solution acceptable au conflit. On nage donc en plein bouillard, quoi. Totalement. D'un côté, on a des experts armés de graphiques super complexes prouvant la dissuasion. De l'autre, des experts avec d'autres graphiques prouvant la brutalisation. Et d'autres encore qui trouvent un bon vieux zéro pointé. Et ce chaos absolu a duré plus de 30 ans. C'est ce qu'on appelle en statistique le forage de données ou le data mining. En gros, si on torture suffisamment les chiffres en éliminant une année ici ou en appliquant une racine carrée là, ils finissent toujours par avouer ce qu'on veut. Exactement. Et c'est précisément pour sortir de cette guerre d'ego et de formules que la méthodologie de la méta-analyse a été créée.
L'objectif de Yang et Lester en 2008, ce n'était pas de mener une énième étude dans leur coin. C'était d'être les juges de paix, en fait. Voilà, de juger l'ensemble des études passées. Ils ont rassemblé 104 recherches évaluées par des pairs, toutes publiées depuis les travaux d'Ehrlich. Et ils ont fait le tri. Oui, ils ont appliqué un filtre strict pour retenir seulement les 95 études qui contenaient des données mathématiques suffisamment complètes. Mais comment ils font concrètement? Parce que l'article liste des approches qui me semblent totalement incompatibles. C'est-à-dire, Certains chercheurs mesuraient les meurtres sur une année entière à l'échelle de tout un pays, et d'autres comptaient les homicides dans une seule ville la semaine juste après une exécution très médiatisée. On compare des pommes, des voitures et des briques, là. c'est vrai que ça a l'air impossible, mais le secret y réside dans un outil de standardisation universelle, le fameux coefficient de corrélation de Pearson. D'accord, l'arbitre ultime. Peu importe l'unité de mesure initiale, que ce soit des jours, des décennies, des comtés texans ou des provinces au Canada. La méta-analyse, elle écrase toutes ces unités pour extraire une valeur pure. Ce qu'ils appellent la taille de l'effet. C'est ça. Une valeur toujours comprise entre -1 et +1. On peut voir ça comme une immense tour de Babel. Genre, on a 95 chercheurs dans une pièce qui hurlent tous dans des langues statistiques complètement différentes, et la méta-analyse impose un traducteur universel. Très belle image, c'est tout à fait ça. Une fois passé par la boussole de Pearson, tout devient super clair. Si l'aiguille penche vers les nombres négatifs, cela indique une dissuasion, donc le taux de meurtre baisse. Voilà. Si l'aiguille penche vers le positif, c'est la brutalisation. Et si elle reste sagement à 0, la politique n'a aucun effet. L'énorme avantage, c'est qu'on arrête de s'écharper sur une seule étude isolée et qu'on écoute enfin ce que la foule de données dit dans son ensemble. D'accord. Alors, pour rendre cette foule intelligible, Yang et Lester ont d'abord divisé ces 95 études en 5 grandes familles méthodologiques. C'est bien ça, hein? Et c'est l'ossature de leur démonstration, oui. Alors, plutôt que de faire un simple inventaire ennuyeux, suivons un peu la logique de ces chercheurs. Prenons d'abord l'axe du temps. La première catégorie, c'est ce qu'ils appellent les séries chronologiques. Exact. On prend un seul endroit, disons un état spécifique, et on regarde l'évolution de ces statistiques année après année, décennie après décennie. C'est la famille la plus fournie, avec 41 études sur les 95. Et le verdict sur cet axe temporel, il est assez net, n'est-ce pas, hein? Très net. Le modèle dégage un effet dissuasif global statistiquement significatif. Sur ces 41 études, 28 pointaient vers une dissuasion, contre seulement 13 vers la brutalisation. Donc là, l'aiguille penche clairement du côté d'Ehrlich. Oui, D'accord. Donc si le temps nous montre une dissuasion, que se passe-t-il si on fige l'horloge? figer l'horloge, c'est-à-dire Si on prend une seule année, disons 1960, et qu'on regarde simplement la carte géographique, on compare l'État du Texas, qui applique la peine capitale, à l'État voisin du Nouveau-Mexique, qui n'appliquerait pas à ce moment-là. Ah oui, ça, c'est la catégorie des études transversales. Il y a 18 recherches de ce type dans leur corpus. Et le résultat? Et bien sûr, ce strict axe spatial, la boussole de Pearson affiche 0. Rien de significatif. La loi en vigueur à un instant T, comparée à une autre région à côté, ne montre ni effet dissuasif, ni effet de brutalisation mesurable. Intéressant. Bon, continuons l'exploration en croisant maintenant ces deux axes. On mélange la géographie et la chronologie. Ce qu'on appelle les données de panel. 21 études entrent dans cette catégorie. Là, on regarde plusieurs états en même temps, mais sur plusieurs années. Et qu'est-ce que ça donne quand on mixe le tout? En réintégrant le temps dans l'équation géographique, l'effet dissuasif réapparaît de manière significative. 15 études penchent pour une baisse des meurtres, contre seulement 6 pour l'inverse. D'accord. Et pour être tout à fait exhaustif, je sais que les auteurs examinent aussi les chocs à court terme. Oui, les deux dernières catégories. Les exécutions individuelles en elles-mêmes, analysées sur des fenêtres de quelques jours ou semaines, il y a 5 études là-dessus. Et l'effet de la publicité, c'est ça? Voilà. La couverture télévisée ou presse d'une exécution. Ça, c'est couvert par 10 études. Et dans ces deux scénarios de court terme, que disent les chiffres? L'impact retombe complètement à plat. Aucun effet global mesurable sur le taux d'homicide.
Le frisson médiatique ou l'événement isolé, ça ne semble pas peser sur la balance globale des meurtres. Ce qui nous amène vraiment au point culminant de cette méta-analyse, le fameux chiffre final. Le moment de vérité. Quand Yang et Lester mettent ces 95 études, ces décennies d'efforts académiques, de controverses, dans l'algorithme final de Pearson, l'aiguille globale non pondérée s'arrête sur quel chiffre? Elle s'arrête sur moins 0,115. Moins 0,115. Ce chiffre, je suis certain que c'est la synthèse ultime de 30 ans de criminologie quantitative. Le signe négatif confirme, purement mathématiquement parlant, une dissuasion. Donc la sanction ultime réduit le taux d'homicide. Oui. Mais, et c'est un énorme mais, la valeur de 0,115 indique que cet effet est particulièrement faible. Il est présent, incontestable au niveau statistique, mais il est minuscule dans la réalité de l'impact social. C'est ici que cela devient vraiment, mais alors vraiment fascinant. Parce que ce chiffre, il cache une contradiction interne flagrante. Comment ça? L'étude elle-même pointe ce mystère. Pourquoi l'axe du temps, les décennies, montre-t-il une dissuasion claire, alors que l'axe de la géographie, comparé de voisins, ne montre strictement rien? Ah oui, c'est toute la nuance entre le modèle théorique et la psychologie humaine réelle. Si l'on relie ça au contexte global de l'individu rationnel de Becker, le calculateur dont on parlait au début, on s'aperçoit que l'humain ne calcule pas vraiment comme une machine. L'impact de la loi semble intrinsèquement lié à la mémoire d'un lieu. Exactement, c'est comme si le criminel potentiel ne se comparait pas du tout à la juridiction voisine. Savoir que l'État d'à côté a des lois sévères, ça reste une pure abstraction pour lui. C'est trop loin, trop théorique. Voilà. Mais s'il perçoit un changement drastique de sévérité dans sa propre ville par rapport à l'année dernière ou il y a 10 ans, là, le ressenti de la menace change. La notion de risque n'est pas spatiale en fait, elle est liée au passé de la communauté locale. C'est brillant, les économètres voient bien cette anomalie dans les chiffres, mais l'équation de Pearson est incapable d'expliquer la sociologie qui se cache derrière. Et c'est justement là, sur l'incapacité de l'équation à lire le monde réel, que la source de 2008 opère un virage fondamental dans sa conclusion. Je trouve ça hyper important de le souligner. C'est essentiel, oui. L'économétrie suppose un terrain de jeu complètement stérile, où la justice est aveugle, parfaite et immédiate. Or, les auteurs soulignent eux-mêmes que ce chiffre de moins 0,115 n'a aucun moyen de coder les biais systémiques qui polluent la réalité judiciaire. Il faut bien le comprendre. Les auteurs avertissent que la modélisation mathématique atteint ici ses limites pratiques. Parce que, dans le monde réel, la probabilité d'être exécuté, cette fameuse variable de la théorie du choix rationnel, Elle n'est pas uniquement liée à la gravité du crime. loin de là, la littérature que Yang et Lester intègrent rappelle des constantes statistiques fortes. Le risque varie lourdement selon le groupe racial de la victime et de l'accusé. Et selon le genre aussi. Les hommes sont massivement surreprésentés dans les couloirs de la mort. Et le modèle ne s'est pas non plus codé, disons, la qualité de l'avocat de la défense, ce qui est, on le sait bien, souvent lié au statut socio-économique de l'accusé. C'est une variable fantôme. C'est ça. Mais la faille la plus vertigineuse du modèle purement utilitariste abordé dans l'article, c'est ce qui se passe quand la machine se trompe. Les erreurs judiciaires. Le document met en lumière un chiffre édifiant de son époque. Entre 1999 et 2001, grâce à l'avènement des tests ADN, 21 personnes ont été libérées des couloirs de la mort aux États-Unis après avoir été reconnues innocentes. 21 personnes innocentes. Face à cette réalité, l'article pose une question de coût d'opportunité inévitable pour tout décideur public. C'est-à-dire ? Si l'objectif principal est de réduire le taux d'homicide dans une société, est-ce que se concentrer sur une politique dont l'effet mathématique se limite à un misérable moins 0,115 est le meilleur investissement? Surtout en prenant en compte le risque d'erreur irréversible. Exactement. Les auteurs suggèrent que d'autres variables, des trucs impossibles à mettre dans cette même équation, comme des politiques préventives en amont, la lutte contre la pauvreté ou autres, pourraient offrir un rendement sociétal bien supérieur à cette légère force de dissuasion. Donc, au final, que signifie tout ça pour notre auditoire aujourd'hui ? Si l'on rassemble ce puzzle très complexe, on retient que oui, l'analyse méticuleuse de 95 études démontre un effet de dissuasion global statistiquement significatif. L'aiguille est bien dans le négatif. Mais c'est une force si faible qu'elle soulève, quelque part, plus de questions sur nos méthodes que de réponses sur notre sécurité réelle. L'outil statistique nous a donné sa réponse. Mais l'information la plus cruciale ici, et j'insiste là-dessus, c'est de réaliser que derrière chaque grand titre de presse affirmant des certitudes absolues sur le comportement humain, il y a des choix méthodologiques invisibles. Choisir une fonction logarithmique au lieu d'une fonction linéaire, par exemple. Ou choisir d'inclure ou non les données aberrantes des années 60.
Comprendre comment cette information est construite est la seule arme intellectuelle valable, tu vois, avant de l'accepter comme une vérité pure et dure. Ce qui m'amène à une petite réflexion finale. Une idée qui me vient en tête et qui germe directement de cette étrangeté sur l'axe du temps qu'on évoquait plus tôt. Je t'écoute. On peut se demander si la mathématique nous montre que la dissuasion ne fonctionne que par rapport à l'évolution temporelle d'une même communauté, à quel point la mémoire collective d'un drame, le choc d'une exécution gravée dans l'histoire locale de cette ville, pèse-t-il infiniment plus lourd sur la psyché d'une société que n'importe quelle petite ligne imprimée dans le code pénal. Bon, c'est une porte ouverte vertigineuse sur la façon dont nos cultures absorbent la loi. Le texte juridique n'est peut-être qu'un décor en fin de compte, c'est l'empreinte de son application passée qui modifie vraiment notre façon de vivre ensemble. On pensait chercher une ligne nette et précise sur une radiographie, comme au début de notre discussion. Et au lieu de ça, la science des données nous a révélé un paysage plein de nuances, de fonctions mathématiques débattues et de biais très humains. Alors, la prochaine fois que vous verrez, ou plutôt que ceux qui nous écoutent verront un chiffre promettant une solution simple à un problème social hyper complexe, rappelez-vous l'aiguille de Pearson. Coincé à moins 0,115. Voilà, elle tremble un peu, mais elle a au moins le mérite de l'honnêteté. Merci d'avoir exploré cette opacité diagnostique avec nous.